Voilà. Voilà. Tu commences comme tu veux. Là, comme c'est pour la caméra, on va faire une petite présentation, introduction générale. Alors, bonjour Monsieur Biot, merci de nous avoir accordé cette interview. Nous espérons que vous pourrez apporter des réponses à nos questions et nous éclairer sur ce sujet peut-être délicat pour vous, qui est l'occupation à Saint-Germain-en-Laye. Est-ce que vous avez des souvenirs qui vous ont vraiment marqué de cette période? Oui, il y en a certainement plusieurs, mais enfin bon. Je peux dire, compte tenu de l'âge que j'avais au début de l'occupation, j'avais à peine 10 ans au moment où nous sommes partis en exode. Bon, parce qu'il faut démarrer là, c'est l'exode. L'exode, c'est le 11 juin 1940, où pratiquement dans les 48 heures qui suivaient, Saint-Germain se vidait presque totalement, puisque de 20 et quelques mille habitants que nous étions à l'époque, je crois qu'il en est resté 4 ou 5 000. Bon. Donc les gens partaient par n'importe quel moyen, souvent par suite de souvenirs malheureux de la guerre 14-18 et de certaines atrocités qui avaient eu lieu, en particulier dans le Nord. Donc les gens fuyaient. Et nous avons été dans le lot. Donc à l'époque, j'avais pas tout à fait 10 ans. On revient assez vite, au bout d'une quinzaine de jours, 3 semaines, je ne me souviens plus. Et à ce moment-là, on trouve bien entendu, les troupes d'occupation sont à Saint-Germain comme partout, puisqu'elles sont arrivées ici, je crois, le 14 juin, il me semble me souvenir. Bon. Enfin, il me semble me souvenir pour l'avoir lu, parce que j'étais pas là. J'étais à Angoulême, j'étais dans le sud-ouest de la France. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bon, je vais à l'école, parce que c'est même... j'étais à l'époque, c'est 40, je devais entrer en 6e ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement. Et le problème qui s'est posé assez vite, c'était que nos parents, ma mère en particulier, pour parler de moi, mais je n'étais pas le seul, les parents étaient beaucoup plus, comment je dirais, je ne peux pas trouver un terme difficile, mais nous tenaient beaucoup plus, il y avait beaucoup moins de liberté qu'il y en a de vos jours. Bon. Donc, il fallait pas bouger, on nous conduisait à l'école, on allait nous rechercher, etc., parce qu'en plus, il y avait les troupes allemandes. Bon, tout de suite, parenthèse, les troupes allemandes, et je crois que vous l'avez pu le lire si vous avez lu des publications sur Saint-Germain, les troupes allemandes, dans l'ensemble, à Saint-Germain, se sont bien conduites. Il n'y a pas eu du tout de... Au contraire, il y a même eu, dans certains cas, tendance un peu à familiariser de la part, aussi bien de leur part que de la part des Français. Mais très vite, il y a eu quand même des problèmes qui se sont posés, et les problèmes, ce sont les problèmes des restrictions. Parce que les troupes allemandes avaient besoin de subsistance, donc les prenaient sur les nôtres. Alors c'était la nourriture, et vous me parliez d'un souvenir, un souvenir cuisant, si j'ose dire, parce que c'est un mauvais jeu de mots, c'est le froid. C'est le froid et le fait qu'il n'y avait pas de chauffage. Les hivers, pendant les périodes de guerre, en l'occurrence, c'était plus la guerre entre Français et Allemands, mais c'était encore la guerre dans le monde quand même. Bon, eh bien, les périodes de guerre ont souvent des hivers très rigoureux. Alors pourquoi, je ne vois pas le rapport, mais enfin, c'est souvent le cas. Hein. Et les hivers d'occupation, certains en particulier, ont été très rigoureux. Dans l'école, il n'y avait pas de chauffage. Donc, je ne peux pas dire si c'est en 40, en 41, bon. Mais donc, on allait chercher un peu de bois, en forêt, ou si on en avait chez soi, et chacun apportait sa provision de bois pour faire un feu qui était symbolique, un feu dans la classe par un poêle qui était au centre de la classe, je le vois encore, qui fumait énormément, on était fumé comme du jambon, hein, bon, mais on avait un petit peu de chaleur. Alors ça, la période, le froid, et ça, je l'ai entendu également, car j'ai interviewé moi des gens qui avaient connu la période 14-18, hein, et j'ai entendu exactement la même remarque, le froid. Bon. Alors après, au-delà du froid, il y a les restrictions, on ne va pas épiloguer sur toutes les restrictions. Un autre souvenir, mais il est beaucoup plus tardif, il est en 44, donc j'étais plus vieux.
J'avais entre 13 et 14 ans au moment de la libération. Et dans la semaine qui a précédé la libération de Saint-Germain, alors je dis libération de Saint-Germain parce que tout le monde a droit quand même à ce terme de libération, mais j'ai croisé le fer avec un journal local une fois, parce qu'ils avaient osé, ils m'avaient interviewé, comme vous le faites aujourd'hui, c'était une journaliste, et elle avait simplement dit il n'y a pas eu de libération à Saint-Germain. Parce que je lui avais dit qu'il n'y avait pas eu de combat. Certes, il n'y a pas eu de combat. Il y a eu la libération comme partout. Et alors, juste avant, dans la semaine qui a précédé, c'est-à-dire la semaine du 19 au 24, nous avons eu une arrivée d'une troupe SS extrêmement menaçante. Et ça, c'est un souvenir important parce qu'en plus, ils piquaient les vélos. Hein, étant donné qu'ils étaient déjà sur le chemin du départ, si j'ose dire. Donc, il fallait qu'ils aient des moyens de transport. Alors, ces deux souvenirs qui n'ont aucun rapport entre eux, mais je vous les livre comme ça parce que vous me posez la question, ils m'ont marqué, effectivement. Certainement qu'au cours des années, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées. Il y a eu une personne que mes parents connaissaient bien, qui a été arrêtée et déportée. Mais à l'époque, pour moi, il faut se replacer dans le contexte de l'âge. Pour moi, ça sonnait pas comme aujourd'hui. Hein. Bon, on entendait dire que Madame une telle ou Monsieur un tel avait été arrêté par les Allemands, mais le docteur, si je me souviens parfaitement, c'est l'arrestation du docteur Timsit, parce que c'était notre médecin, c'était notre médecin de famille. Donc ça effectivement, on l'a su très vite et je m'en souviens. Hein. Vous voyez, sur les petits souvenirs éparses comme ça que je livre, mais posez des questions, j'essaierai d'y répondre. Donc, vous parliez du froid que vous avez eu quand vous étiez à l'école. Oui. Et justement, comment s'est déroulée votre scolarité durant toute cette période? Bizarrement, elle se déroulait à peu près normalement, si ce n'est qu'elle était entrecoupée quand même par les alertes et la descente aux abris. Et en l'occurrence, à l'époque, j'étais élève de Saint-Hérambert. Mais le Saint-Hérambert, qui n'a rien à voir avec le Saint-Hérambert d'aujourd'hui, puisqu'on était en tout 300 élèves, je crois, bon. Et les Allemands ayant occupé les locaux de l'école Saint-Hérambert actuelle, qui est toujours là, qui s'est agrandi entre-temps, mais qui est toujours là, les Allemands l'ayant occupé dès leur arrivée et ayant refusé au maire, il y a des correspondances ici, des échanges de correspondances entre le maire et la commandante Tour, ils ont refusé de restituer les locaux pour la réouverture de l'école en octobre. Donc il a fallu émigrer autre part, et la municipalité de l'époque avait un local rue de Lorraine, enfin c'était pas eux, mais ils savaient qu'il était libre, parce que c'était des orphelins qui étaient dedans normalement, mais qui étaient partis en province et qui étaient restés. Donc le local était libre, et il a été affecté. Nous avons donc eu nos classes rue de Lorraine. Et pendant les alertes, il n'y avait pas de cave, ou s'il y en avait, elle ne valait rien. Il y avait une grande tranchée dans la cour, il n'y avait plus de cour de récréation pratiquement, hein. Bon, enfin, il y avait une grande tranchée en forme comme ça de S, je me souviens. Et au moment des alertes, tout le monde descendait là-dedans. Mais malgré tout, la scolarité, si vous voulez, bon, les cours ont réussi à se dérouler quand même. Hein. Bon, on a quand même réussi à aller jusqu'au bac. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ah si, au point de vue école, on a eu quand même, vous voyez, c'est des souvenirs, ils reviennent comme ça en parlant, mais on a eu, alors ça c'est en 43, je crois, oui, en 43. En 43, on a eu une descente, là, rue de Lorraine, à l'école, parce qu'il y avait des professeurs qui étaient en réalité camouflés. Donc, le supérieur de l'école avait couvert ça, il le savait, mais ils étaient sous des faux noms. Et il y a eu une dénonciation, et un beau jour, les Allemands s'en sont préoccupés. Mais heureusement, et ça je crois qu'il faut le mentionner parce qu'on ne le dit pas toujours, la police française a peut-être collaboré, mais la police française a aussi souvent aidé. Et là, la police française avait prévenu le supérieur en lui disant qu'il va y avoir une descente, attention. Et sur les 3 qui étaient concernés, il y en a 2 qui ont réussi à prendre la poudre d'escampette. Le 3e, il faisait sa classe en 6e, professeur de lettres, et lui, il a été cueilli. Voilà.
Ça, c'est un souvenir, je crois que c'est 43, ça. Souvenir par rapport à la scolarité, je comprends très bien que ça vous concerne tout probablement, mais je suis en train de chercher, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On continue, on verra si ça revient. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'ailleurs, vous parlez de la tranchée. Il n'y a pas eu, si je me rappelle bien, il n'y a pas eu vraiment de bombardement à Saint-Germain. Alors, à Saint-Germain, à proprement parler, il y a eu quelques petites, on dirait aujourd'hui, retombées collatérales. Bon, quand il y a eu le bombardement du 3 mars 42 sur le PEC, qui en réalité était un bombardement par suite d'erreurs de localisation. Hein, bon. Et ce bombardement, qui a eu d'ailleurs de lourdes conséquences, car il y a eu quand même pas mal de morts et de blessés, maisons détruites, il y a eu une ou deux bombes qui sont tombées, dont une qui est tombée sur une annexe du pavillon Henri IV et qui a tué la sentinelle allemande. Sinon, il y en a eu de temps en temps en forêt. Il y a eu des bombes lors du bombardement de Poissy, des usines de Poissy, il y a eu quelques bombes en forêt, mais il n'y a pas eu à proprement parler de bombardement de la ville. Non, la ville n'a jamais été bombardée. Et pourtant, il y avait l'état-major front ouest. Hein. Et d'ailleurs, probablement, il n'y a pas vraiment eu de... Je crois qu'il y a seulement trois morts civiles à Saint-Germain-en-Laye pendant la guerre. Oui. Et est-ce que ces morts ont Je voudrais été... pas, 3, c'est peut-être un peu juste, parce qu'il y a quand même, il y en a au moins déjà 2 qui sont à la Libération, Bonenfant et Frapsos. Ils ont tous les deux une rue à Saint-Germain. Frapsos était jeune, Frapsos avait 17 ans. Hein. Vous l'avez peut-être vu, je crois que c'est évoqué dans le... Il y a même, je me souviens que j'étais allé photographier sa stèle. La stèle est à Équevilly. Il a été fusillé par... Enfin, fusillé, c'est pas fusillé, il a été descendu quoi, par les Allemands à Équevilly. Et Bonenfant, lui, dans des combats à Cher. Parce qu'il n'y a pas eu de combat à Saint-Germain, c'est vrai, mais il y en a eu quand même dans toute la périphérie. Il y en a eu en particulier à Cher, sur la Seine, il y en a eu au-delà du pont du Pec, hein, puisqu'ils s'étaient retranchés. À Saint-Germain, non, ils étaient très nombreux, les Allemands, puisqu'ils ont été à un moment pratiquement aussi nombreux que la population saint-germainoise, hein, c'est-à-dire pas loin de 20 000. Essentiellement, peu d'hommes de troupes. Essentiellement des officiers et des sous-officiers, puisque c'était l'état-major qui était là. Il y avait des hommes de troupes, parce qu'il leur faut toujours des hommes de troupes pour faire les corvées. Hein, bon, mais sinon, c'était surtout des officiers et des sous-officiers. Ils ont atteint à un moment, je crois, 18 000 sur Saint-Germain, c'est-à-dire presque autant que la population. Laquelle population était plutôt en régression, puisqu'il y avait les prisonniers. Tous les hommes qui étaient prisonniers. Hein. Alors, j'étais en train de dire que les troupes allemandes à l'époque étaient là en grand nombre, mais se tenaient relativement bien. Alors, les bombardements, pour revenir sur l'histoire des bombardements, 3 mars 42, oui, ça, il y a eu cette bombe-là. Et c'est d'ailleurs, c'est à la suite de ça que l'état-major a déménagé et que Hitler a voulu qu'on construise le bunker. Vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller, parce que je crois que maintenant on ne peut plus y entrer. Malheureusement. Oui, malheureusement. Moi, j'y suis allé plusieurs fois, mais il faut reconnaître que dans l'état où il est, enfin dans l'état où je l'ai vu la dernière fois, ce qui remonte déjà plusieurs années, il est dangereux d'y aller. Parce qu'il n'est absolument pas entretenu, il n'y a pas d'éclairage, les téléphones ne portent pas. On enferme quelqu'un là-dedans, qu'est-ce qui devient? Bon, il y a toutes sortes de mesures de sécurité qui ont fait qu'on a dit on peut plus le laisser. Mais il n'appartient pas à la ville. Hein. Il appartient au ministère de la Culture. Ça dépend du château. Ils ont des moulages dedans d'ailleurs, qui sont pas dans des bonnes conditions de conservation, mais ils ont des moulages qui sont conservés là-bas. Et cet abri-là, qui a été construit, je ne sais plus, je crois que c'était 400 ou 500 ouvriers de l'organisation Todd qui ont fait cela, pratiquement, le voisinage ne s'en apercevait à peine. Bon, alors, si vous ne connaissez pas les lieux, donc, il faut reconnaître que c'est très isolé. De la rue, on ne voit rien, hein, de la rue. Hein. Bon. Simplement, les voisins immédiats, et je tiens le témoignage de la famille
du docteur Berly, qui habitait juste là au-dessus, hein, au-dessus pratiquement, sur le boulevard Victor Hugo, hein, bon, qui voyait bien qu'il y avait une activité, mais c'est tout. Hein. Et puis on a transféré, et ça a dû être transféré, cette romance 42, ça a dû être transféré vers la fin de l'année 42, début de l'année 43. Hein. C'était une organisation extraordinaire à l'intérieur. D'après ce que j'ai pu en voir, mais je ne l'ai pas vu moi tout de suite après Libération. Il y en a qui ont eu, plus vieux que moi, qui ont eu ce privilège d'y aller. Il paraît que c'était même somptueux. Il y avait des boiseries, il y avait des tapis, en fait, il paraît que c'était somptueux. Mais ça a été très vandalisé après la Libération. Alors, bombardement, je crois qu'on a épuisé le cas. Il y a des avions qui sont tombés par contre dans le coin. Des avions alliés descendus. Il y en a eu un en dessous de la terrasse. Et détail macabre, je le cite, excusez-moi, mais c'est récemment, quand même 10-15 ans peut-être, qu'un agriculteur a retrouvé la tête du pilote en labourant son champ. C'était je me souviens, je crois que c'était américain ou canadien, parce qu'il y a eu un autre avion qui est tombé en forêt de Marly, c'était canadien. Deux ou trois dans le secteur. Et puis alors, celui de Saint-Germain, qui a quand même fait 2 victimes, vous disiez tout à l'heure que 2 victimes civiles, oui, on a déjà 2 en fait de guerre, si j'ose dire, mais moi je vais vous en citer 2 autres purement civils. C'est la gardienne des abattoirs et son petit-neveu, rue Président Roosevelt, parce que là, l'avion, je l'ai vu tomber, l'avion. Alors ça, celui-là, je l'ai vu. J'étais dehors, c'était à Pentecôte. Pentecôte 44, ça, je m'en souviens très bien. Il faisait un temps magnifique, il y avait un soleil resplendissant, ça brillait, et on a vu l'avion qui descendait, on ne savait pas où il tomberait à ce moment-là, mais enfin, on savait bien que c'était quand même pas loin. Hein. Et donc on est déjà 4 quand même, là. Mais Je crois que aussi... Puis il y a eu aussi quelques déportés, le docteur Timsit, l'abbé de Porcaro... donc ça dépend ce qu'on entend par victime civile, hein, bon, parce qu'il y a les victimes collatérales. Hein. Bon. Bon, on va un peu changer de sujet. Oui. Et donc pendant cette période qui a été quand même assez sombre dans la ville, est-ce qu'il existait quand même des moyens pour se divertir, pour s'amuser en quelque sorte? Oui, alors bon, je vais vous dire, pas beaucoup pour ce qui me concerne. Pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on était un peu cadenassé. Bon, et d'autre part, parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. L'environnement n'était pas le même. Cependant, il y avait quand même... Il y a un cinéma qui a été réquisitionné pour les Allemands, Soldaten Kino, hein, bon ça je m'en souviens, qui n'existe plus maintenant. C'est là où en ce moment il y a la librairie Gibert. Oui, Gibert qui avant était l'univers du livre, là c'était un cinéma qui s'appelait le Majestic, et qui était réquisitionné pour les troupes allemandes. Mais il y en avait un autre, là où maintenant il y a la salle Tati, qui s'appelait le Royal, et qui a fonctionné, bon, bien entendu avec les actualités allemandes, parce qu'il y avait la censure et la propagande d'Staffel qui étaient là pour mettre l'eau là, mais les films aussi, on passait sans doute pas tout ce qu'on voulait, mais il y avait quand même des séances de cinéma. Il y avait un petit peu de concerts, de manifestations, et qui, elle, se déroulait alors à la salle des fêtes. La salle des fêtes, aujourd'hui, elle n'existe plus. La salle des fêtes, elle a été après un cinéma qui s'est appelé le Régent, et maintenant, c'est là où il y a les galeries de Saint-Germain. Entre la rue des Coches, vous connaissez Saint-Germain, je pense, oui, quand même un peu, non? Vous êtes de Saint-Germain? Moi non. Non? Oui. Et j'habite à Gramont. Où? À Gramont. À Gramont. Ah oui. Dans la rue de Gramont ou bien? Non, à la résidence. À la résidence, c'est ça, oui. Ça fait partie, c'était l'ancien quartier, l'ancien casernement, oui. Et vous êtes dans quelle partie de la résidence? Sur la rue Maréchal Lyotet ou... Exactement. Ah, oui. C'est bien aménagé, tout ça. Ils ont fait un aménagement, je pense que c'était des grandes salles de caserne avant. Maintenant, le bunker est même devenu un abri à vélo. Oui, alors ça, celui-là, il est conservé. On n'a pas parlé des bunkers, mais on y viendra peut-être, j'en sais rien. Mais celui-là, il a été conservé. Il est un peu végétalisé, je crois, maintenant. Hein. Oui, un peu caché quand même. Hein. Bon.
Mais qu'est-ce qui il sert à quoi maintenant? Alors, il s'est assez bien intégré. Il y avait 2 pièces dans ce bunker, donc maintenant une sert à mettre les vélos dedans, donc elle est plutôt délabrée, et l'autre sert d'archive pour la société de location. Ah oui, la société SNI. immobilière de l'armée, enfin qui est un peu une dépendance militaire dans le temps, je ne sais pas maintenant si elle s'est civilisée, mais c'était une dépendance militaire avant. Eh bien, ce bunker-là, moi je l'ai connu du temps où il y avait des militaires encore, hein, c'était en réalité une sorte de foyer. Ils avaient organisé ça, il y avait la cave là-dedans, c'était réjouissant. Alors donc je vous disais que entre la rue des Coches et la rue du Vieil-Androit et la rue de la Salle, il y avait à ce moment-là une grande salle, une grande salle qui date du début du XXe siècle par là, qu'on appelait la salle des fêtes. Et il y avait quand même de temps en temps petites représentations de théâtre, petites représentations, petits concerts, etc. Et à l'école, on a été autorisé, parce que là aussi il fallait quand même l'autorisation des armées allemandes, du service dont je vous parlais tout à l'heure, qui était basé à Saint-Germain. La Propagandastafel était basée à Saint-Germain, rue Quinault. Non, je dis des bêtises. C'est pas rue Quinault, c'est une rue qui donne sur la place Louis XIV, mais c'est pas la rue Quinault. Je ne me souviens plus de son nom. Dans une maison particulière, réquisitionnée, c'était là qu'était le service de la censure, autrement dit, et de l'autorisation. On a eu le droit quand même de jouer, nous, écoliers, de jouer certaines pièces qui étaient limites. Et je peux vous dire, pour avoir depuis dépouillé les archives du directeur de l'école à l'époque, il est décédé bien sûr maintenant, mais eh bien, il a été convoqué à plusieurs reprises, alors à la Propagandastafel de Saint-Cloud, parce que l'école avait donc joué des pièces qui étaient... Oh, c'était pas des pièces contemporaines, c'était des vieilles pièces, je vous dirais Iphigénie ou trucs comme ça, mais il pouvait y avoir une connotation politique. Hein. Et en plus, les élèves avaient édité un journal illisible aujourd'hui, c'est dommage, parce que c'était fait sur des duplicateurs alcool, bon, donc c'est illisible, et ça, il n'avait pas demandé l'autorisation. Donc vous voyez que ça allait jusque-là. Et est-ce que vous avez pu avoir l'occasion d'avoir un contact avec les soldats allemands qu'il y avait? Pour la bonne raison que chez mes grands-parents, ils avaient réquisitionné une partie des pièces. Bon, donc on les avait, on cohabitait. Quand j'étais chez mes grands-parents, je les rencontrais. Il n'y avait qu'une seule entrée, hein, ils passaient par là. Hein, bon. Ils sont en général, ils sont bien connus, sauf un. Alors mon grand-père, qui n'était pas du genre facile, il était notaire retraité à l'époque, mais enfin bon, il était notaire, et il n'était pas facile, et lui, le droit c'est le droit, et que ce soit les Allemands ou que ce soit pas les Allemands, il n'avait rien à foutre. Une fois, ils ont fait du chahut la nuit, il a envoyé immédiatement une plainte à la commande en tour. Bon, j'ai des papiers, j'ai des traces de toutes ces choses-là. Et sinon, dans l'ensemble, il se tenait assez bien. Et pour nous amadouer, il nous apportait du chocolat. Et justement, en parlant de chocolat, quelle était votre alimentation durant cette période exactement? Bon, alors l'alimentation, c'est ce que les parents pouvaient drainer, bien qu'on les y aidait, parce qu'avant d'aller à l'école, des fois, on allait prendre la queue. Il y avait des queues chez les commerçants, bien entendu. Et très souvent, lorsqu'on arrivait trop tard, il n'y avait plus rien. Bon. Donc la technique, c'était de prendre la queue de bonne heure, et nous le faisions, enfin ma soeur non parce qu'elle était trop jeune à cette époque-là, mais moi ça m'est arrivé d'aller prendre une place dans la queue, et ma mère venait après relayer. Bon, et puis ça arrivait aussi que même en ayant pris la place dans la queue de bonne heure, eh bien, hop, tombait, fini, il n'y avait plus rien. Bon. Alors donc c'était, attention, on a été amené aussi à transformer les jardins en pommes de terre, haricots verts, choux, etc. Hein, bon, pour avoir son autonomie minimum.
hein. On a élevé des lapins et des poules aussi, c'est tout ça, c'est une période. Hein. Bon, moi je me souviens, dans le jardin, on avait des poules pour avoir les œufs, et on avait des lapins pour se nourrir. À l'école, on nous servait les après-midi, alors une petite pastille rose, toute petite pastille rose, qui était soi-disant un bonbon, mais en fait c'était de la vitamine concentrée. Et on nous donnait à 4 heures 2 biscuits dits vitaminés. Voilà. Chez soi, on se débrouillait comme on pouvait chez soi. Il y avait toutes sortes d'astuces à l'époque. Bon, je l'ai découvert depuis parce que c'était pas mon centre d'intérêt à 10-11 ans. Hein. Bon, mais on utilisait même les épluchures de légumes. On ne perdait rien. Hein. On perdait rien. Est-ce que, alors, ça vous est arrivé probablement de sortir, mais à part pour l'Exode, quand vous sortiez de la ville, est-ce qu'il fallait une autorisation? Est-ce qu'il y avait des restrictions? Non. Non, j'ai pas le souvenir. Bon, peu, mais enfin, c'est quand même, ça s'est produit. Non, j'ai pas le souvenir du tout que pour sortir de la ville, il fallait une autorisation. Il fallait une autorisation si on allait dans des zones bien spéciales. D'abord, pour passer la zone libre jusqu'en novembre 42. Puisqu'à partir de novembre 42, la zone libre, ça n'existait plus. Mais sinon, là, il fallait une autorisation pour aller en zone libre. Et elle n'était pas délivrée facilement. Idem dans le sens contraire. Hein, bon. Mais à l'intérieur de la zone militarisée aussi, Belgique Nord, là, c'était spécial. Hein. Bon. D'ailleurs, ce n'était pas le même régime allemand. Nous avions une commandante de tour à Saint-Germain. Mais là-bas, c'était ce qu'ils appelaient, je ne me souviens plus du terme, quelque chose, hein. C'était très, très militaire, très, très serré. Mais sinon, est-ce que j'ai eu l'occasion de sortir? Oui, j'ai bien eu l'occasion d'aller au PEC, à Poissy, à Maisons-Laffitte, pas très loin, d'abord parce que les moyens de transport étaient très limités. Alors, le vélo, le vélo a été obligé d'être immatriculé. Hein. Ça a eu lieu pendant l'occupation, et à l'heure actuelle, on ne parle pas des vélos, mais enfin, on a quand même tous les 2 roues, on est allé vers l'immatriculation des 2 roues maintenant. Hein. Et là, pendant l'occupation, j'ai conservé la plaque moi, à la maison, on avait une petite plaque d'immatriculation. Alors le vélo, on allait en vélo. Il y avait quand même un petit peu de trafic. Il y avait les trains marchaient quand même, on allait à Paris. Peu de trafic routier, une question de carburant. Hein, mais autant que je me souvienne, il y avait quand même une liaison avec Maisons-Laffitte par bus. Hein. Bon, les voitures personnelles, bien entendu, sauf dans certains cas, limite les médecins, etc. Mais sinon, on n'utilisait pas les voitures personnelles puisqu'il n'y avait pas de carburant. Hein. D'ailleurs, les médecins en étaient même arrivés, souvenir du docteur Chabot, je le vois encore, déjà à l'époque, à une voiture électrique. Je dis déjà à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on parle de voitures électriques. Bon, alors c'était des voitures électriques avec des petites batteries, ça n'allait pas bien loin, on n'allait pas bien loin. Mais le docteur Chabot, il avait une petite voiture électrique. Et aussi, est-ce que la population dans la ville était au courant du sort qui était réservé à la population juive Non, enfin, de mon point de vue, et je pense qu'il est partagé par beaucoup de gens, non. Il y a peut-être quelques exceptions, et encore, je n'en suis pas sûr, parce que les gens qui étaient déportés ne pouvaient pas donner de nouvelles. Mais il y a eu à Saint-Germain, bon, le docteur Timsit, c'était un cas très, très limite. Le docteur Timsit, je vais en parler tout de suite, parce que c'était notre médecin, mais c'est lamentable cette histoire, le docteur Timsit. Le docteur Timsit, qui était très estimé à Saint-Germain, a un beau jour, est sorti un soir avec sa canadienne, parce que c'était le genre de canadienne. Sa femme l'avait donné au nettoyage, n'avait pas recousu l'étoile. Bon, il était espionné,
qui habitait pratiquement en face, bon, et qui l'a dénoncé. C'est la raison pour laquelle il a été déporté. Parce que sinon, il était médecin de l'hôpital, je pense qu'il n'aurait jamais été vraiment inquiété. Il a été déporté, malheureusement, et il y est resté. Mais il y en a eu d'autres. La mère et la fille, ce sont des gens qui s'appelaient Lévy, je crois. Bon, elles sont revenues toutes les deux de Ravensbrück, mais elles ont été déportées. Alors, est-ce que leurs proches savaient qu'elles étaient emmenées, mais ne savaient peut-être pas ce qui se passait dans les camps, puisqu'elles ne pouvaient pas correspondre. Et il n'y en a pas eu beaucoup à Saint-Germain. Là aussi, Saint-Germain, on a été, bon, je ne sais pas à quoi on le doit, mais on a quand même été relativement privilégiés. Parce que beaucoup de juifs de Saint-Germain, dont certains commerçants que je connaissais bien, à un moment sont un petit peu mis au vert, mais n'ont pas été inquiétés. Il y a eu quelques rafles à la gare de Saint-Germain, essentiellement sur des juifs d'origine étrangère, mais sinon, non. Alors je ne pense pas qu'on avait conscience de ce qui pouvait se passer. Alors, moi, je vous dis, compte tenu de mon âge, non, c'est sûr, certainement pas, mais je ne pense pas. On n'était même pas conscient de ce qui pouvait se tramer à côté de chez nous, parce que à côté de nous, il y avait un noyau de résistance active, enfin active, oui, active en ce sens dans le renseignement, hein, parce qu'à Saint-Germain, essentiellement, la résistance de Saint-Germain, ça a été essentiellement du renseignement. Et là, à côté de chez nous, si ce n'est qu'on apercevait, c'était un ecclésiastique qui était là, c'était l'aumônier de la Légion d'honneur, qui avait un petit appartement, et on voyait simplement, souvent, dans le fond de son jardin, bon, à l'époque ils étaient en soutane, hein, bon, donc ça se voyait bien, bon, il creusait un trou. Mais après tout, toujours creuser un trou, bon, on ne se posait pas de questions. C'est après qu'on a réalisé qu'il enterrait des documents. Quand on l'a su, c'est-à-dire après 1944 en réalité. Donc vous voyez, même des choses qui se déroulaient à votre porte, sous vos yeux, on n'avait pas bien conscience de ce que ça représentait. Eux, par contre, ils savaient les risques qu'ils prenaient, ça c'est sûr. Et vous avez aussi des informations sur le sort qui a été réservé aux loges maçonniques, parce qu'il y en avait une à Saint-Germain. Oui, bah, c'était une des plus anciennes, je crois celle de Saint-Germain, je ne sais même pas si c'est pas la plus ancienne, hein, puisqu'elle remonte aux Jacobites, elle remonte à Jacques de Stouart, par là. Bon, donc, ils ont... J'en connaissais, enfin j'en connaissais pas moi, mais ma famille en connaissait. Hein. Ils n'ont pas été inquiétés en tout cas. Maintenant ils sont peut-être bien camouflés, j'en sais rien. Mais ils n'ont pas été inquiétés. Mais il y en a eu. Il y en a eu. C'était surtout... Bon, ça a été dissous. Hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que j'en suis pas certain. Mais je me demande s'il n'y avait pas déjà des loges qui avaient été dissoutes même avant l'occupation. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont produites entre 1939 et 1940 au niveau du gouvernement français, de l'État français, hein, bon, en particulier l'arrestation et l'emprisonnement des députés communistes. Ils étaient députés à la Chambre depuis 1936. Ils ont été emprisonnés, tout. Bon. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu quelque chose, mais je ne voudrais pas dire de bêtises là, j'en suis pas certain. En tout cas, de souvenirs personnels ou rapportés, les gens que nous connaissions n'ont pas été inquiétés. Et aussi, donc votre maison, elle était... Plein centre-ville, là, rue de la République. Est-ce que les Allemands sont déjà entrés pour essayer de registrer, comment on dit, perquisitionner Non, non, sauf un des jours entre le 19 et le 24. Alors là, c'est des choses qui me reviennent comme ça en parlant avec vous. Bon. Le jour exact, je ne m'en souviens plus. Mais enfin, c'était cette période où il y avait cette partie de SS qui patrouillait dans Saint-Germain avec l'arme au côté. Hein, et
deux de mes oncles qui ne pouvaient pas aller travailler, puisque là, il n'y avait plus de train à ce moment-là, il y avait eu le pont avait été bombardé, etc. Enfin, il n'y avait plus de train pour Paris. Donc, ils ne sont pas allés travailler, mais imprudemment, ils ont discuté tous les deux, au coin de la rue, quand tout d'un coup, ils ont vu arriver deux Allemands casqués avec les mitraillettes sur le bras, et ils ont eu, je paix à leur homme, hein, mais ils ont eu un réflexe stupide. C'est qu'ils se sont mis à courir. Bon. Et ils ont atterri chez nous. Ils ont atterri chez nous, ma mère leur ouvre la porte, et à ce moment-là, elle s'aperçoit que les Allemands sont en train de passer devant la maison et regardent avec insistance. Alors les oncles en question, ils étaient allés se planquer dans une tranchée que mon père avait fait au fond du jardin. Il avait fait une tranchée type 14, bon, il avait fait une tranchée. Bon, on ne s'est jamais servi d'ailleurs, bon. Et eux, ils sont allés se planquer là-dedans. Quand j'ai réfléchi, je dis, mais enfin, fallait pas, mais enfin, c'est après coup qu'on peut dire ça, fallait pas, ils se sont barrés. Donc les Allemands disent, ils ont des choses à se reprocher, ceux-là. Hein. Et vu le moment où ils allaient entrer, effectivement, vous disiez perquisitionner, ils ne l'ont pas fait. Ma mère était blanche de peur, hein, bon, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont passés, ils ont regardé avec insistance, parce qu'ils avaient dû voir qu'ils rentraient dans cette cour, hein, mais ils n'ont pas été plus loin. Non, il n'y a pas eu de perquisition. Il y a eu, chez mes grands-parents, de l'occupation, des Allemands qui y logeaient, mais il n'y a jamais eu de perquisition. Et est-ce que vous pouvez dire que la guerre a changé quelque chose à... Bon, c'est peut-être un peu général, mais est-ce que la guerre vous a changé ou vous vous en rendiez pas compte? Ou est-ce que ça a changé la manière de vivre de votre famille? De la famille, oui, parce que je vous dis toujours, pour moi, 11, 12, 13 ans, bon, d'autant plus qu'on était moins précoce que dans vos générations, hein, bon, donc, on ne peut pas dire que si on était ennuyé parce qu'on on manquait de ceci, on manquait de cela, parce qu'il y avait les bombardements, les menaces de bombardement, les alertes, parce qu'il y avait de la famille prisonnier en Allemagne. Oui, bien sûr, ça on en était conscient, mais avec une mentalité de jeunes, hein, c'est tout. En revanche, je pense que pour les parents, les grands-parents, pour les générations antérieures, effectivement, la guerre a changé la façon de voir les choses. Mais ils en avaient déjà, pour la plupart, connu deux. Hein. C'était la deuxième. Hein. Je ne vais pas dire qu'ils étaient vaccinés, mais enfin... Et est-ce que vous avez aussi... vous avez des souvenirs de la libération? Ah oui, ça oui, plus précis encore, puisque à l'époque, 14 ans, bon, oui, plus précis, oui. La libération, alors comme je vous l'ai dit, les Allemands nous ont fait l'heureuse surprise de partir tous le 24, enfin, certains le 23, même certains les souris grises, celles qu'on appelait les souris grises, les femmes du central téléphonique, elles étaient parties vers le 20 déjà, je crois. Enfin, la plupart des Allemands sont partis le 24. Le 23, dans la nuit du 23 au 24. Et ça, toute la nuit, ça tournait, ça passait, les camions, les chars, les machins, tout ça faisait un boucan épouvantable. Il restait quelques-uns, puisque dans la journée du 24, le 24, on nous dit, bon, ben, ils sont partis, on peut sortir du drapeau, etc. Et puis, tout d'un coup, c'était rue de la République, je me vois encore, à FFI, il avait son brassard et tout, bon, et il crie « Rentrez les drapeaux, rentrez les drapeaux !» Parce qu'il y avait un sidecar allemand, un peu égaré, probablement dans le coin, qui cherchait probablement à se sauver, et qui passait, et il a tiré une rafale, là. Parce que là, ici, c'était le commissariat de police avant ici. Hein. C'était l'entrée du commissariat de police avant ici. Et il est passé là, il a tiré une rafale sur la façade du commissariat. Et on avait peur que les Allemands reviennent en nombre, parce que ça s'est produit dans certains coins. Vous avez entendu les massacres, que ce soit à Tulle ou autre part, parce qu'ils revenaient après coup. Donc c'était la crainte, bien qu'on ne connaissait pas tous ces précédents, mais enfin, c'était quand même la crainte. Ils étaient à ce moment-là en bas du pont du Pec. Ils étaient de l'autre côté de la Seine, à Achères.
Ils n'étaient pas loin. Hein. Mais en fait, ils ne sont pas revenus. Donc ce jour-là, c'était la pré-libération, si j'ose dire. Ça a été à la fois la joie, la déconvenue et la trouille, pour dire la vérité. Mais à partir du lendemain, les choses ont été beaucoup plus claires. On a eu un petit détachement de la 2e DB qui est venu en reconnaissance. Alors, il y a des photos, je ne sais pas si vous les avez vues, mais enfin, il y a des photos qui ont été prises à ce moment-là. Et puis, les Américains, eux, sont arrivés, ils sont passés plus tard, les Américains. Pourtant, ils n'étaient pas loin. Mais ils sont passés dans Saint-Germain, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le 27. Il me semble que c'est le 27 août. Voilà. Et oui. Est-ce qu'il y a une cérémonie importante À ce moment-là Oui. Oui. Alors, il y a eu la libération. Là, je suis obligé de faire des efforts de mémoire parce que je ne me souviens plus, mais il me semble que le 25, ça doit tomber un jeudi, il me semble. Bon. Donc, pas facile d'organiser, alors qu'il y avait encore quand même des incertitudes, je vous dis, ils n'étaient pas loin, bon, d'organiser quelque chose d'important pour le samedi ou le dimanche suivant. Et en réalité, c'est le dimanche d'après, donc 3 septembre, je crois, qu'il y a eu une grande manifestation, une messe en plein air sur la place du château, des défilés, des balles. Mais à cause du calendrier, si j'ose dire, ça a été remis au premier week-end de septembre. Et est-ce qu'après, dans votre scolarité postérieure, vous parliez justement de ce qui s'est passé, ou on essayait de ne pas tout de suite raviver des souvenirs douloureux Parlez pas beaucoup. On ne parlait pas beaucoup. Bon, il y a des choses qui se sont révélées. Hein. Bon, je me souviens du retour de ce professeur dont je vous disais qu'il lui, n'avait pas pu échapper à la rafle. Bon, bah, bien sûr que ce jour-là, ça a plutôt été un jour de liesse d'ailleurs. Bon, et quand on l'a vu revenir, un peu amaigri, mais enfin bon, quand même en assez bonne santé. Bon. Sinon, nous avions une tradition à Saint-Hérambert qui aujourd'hui paraîtrait peut-être un peu obsolète, ou je ne sais pas, mais tous les matins, y compris pendant l'occupation, alors que nous étions rue de Lorraine, à 2 pas de la commandante Tour. Hein, nous étions au 10, la commandante Tour était au 20, je crois, et la Feld gendarmerie au 30, je crois. Bon, donc on était vraiment très entourés. Tous les matins, il y avait le lever des couleurs, et tous les soirs, on ramenait les couleurs. Donc il y avait ça tous les jours de l'école. Et lorsque, après la libération, bien entendu, ça s'est pérennisé après la libération, enfin, il y a pas le reste que ça n'existe plus, mais ça a duré après. Hein. Et à cette occasion-là, je me souviens, on avait évoqué, on avait appris qu'un tel s'était effectué dans les combats de 44, parce que les élèves, bon, moi j'étais donc, je vous disais, en 44, je devais être en 3e, je crois, bon, mais il y avait ceux qui étaient sortis en terminale, même peut-être encore l'année d'avant, je ne le sais pas, et donc beaucoup s'étaient engagés dans l'armée Leclerc et dans l'armée, la première armée française avec Delatte. Et il y a eu là quelques victimes, quelques-uns qui sont morts au combat alors là. Hein. Donc on évoquait ça, donc c'était effectivement des moments là, où étaient mêlés la fierté, la joie, la peine, bon, dans le cadre de l'école, j'entends, hein, dans le cadre de l'école. Après, bon, ça c'est une question un peu plus personnelle.